bienvenue dans cette vidéo consacrée à la méthode de résolution des exercices de calorimétrie. Alors commençons par un petit peu de contexte, qu'est-ce que c'est qu'un exercice de calorimétrie? Alors un exercice de calorimétrie, c'est un exercice dans lequel on étudie l'évolution de la température et des changements d'état éventuels d'un système contenu dans un calorimètre. Donc un calorimètre, je vous rappelle, c'est un dispositif qui est clos et adiabatique, et qui est maintenu à la pression ambiante, qu'on supposera toujours constante, à l'aide de petits trous percés dans la paroi. Alors en pratique, les petits trous sont en fait les petits espaces qui permettent aux instruments de mesure de passer, et on suppose qu'il ne change pas le caractère adiabatique du calorimètre. En pratique, ce n'est pas une hypothèse très contraignante à formuler. Donc l'objectif de ces exercices et de ces études de température, c'est de pouvoir déterminer la capacité thermique ou l'enthalpie de changement d'état d'un composé, ou la température finale d'un système que l'on étudie. Donc, alors, les deux premiers cas sont, on va dire, les plus proches de la réalité. Quand on fait une expérience de calorimétrie, c'est effectivement plutôt pour pouvoir déterminer des capacités thermiques. Mais en exercice et en colle, on pourra aussi se servir des mêmes méthodes pour déterminer plutôt la température finale d'un composé qu'on mesurerait plutôt expérimentalement dans la réalité. Donc voilà l'exemple type d'un exercice sur lequel on va se baser pour détailler la méthodologie. Donc on étudie un calorimètre de masse équivalente en eau de 20 grammes, contenant initialement une masse de 500 g de liquide chauffé à la température de 70 degrés. On rajoute à ce système un glaçon, d'eau bien entendu, de température moins 20 degrés Celsius, et de masse 50 g, et on mesure une température finale de l'eau, donc après évolution du système, à 56 degrés Celsius. Et on vous demande de calculer l'enthalpie massique de fusion de la glace à partir des données de l'énoncé, sachant qu'on vous donne en plus les capacités thermiques massiques, attention à la minuscule, à la fois de l'eau liquide et de la glace, d'eau. Donc avant de vous détailler comment on résout cet exercice, un point sur ce qui est ici appelé la masse équivalente en eau du calorimètre. Donc la masse équivalente en eau du calorimètre, c'est une façon assez répandue dans les exercices de tenir compte du calorimètre dans les échanges thermiques du système. Ici, sur cet exemple, on a une masse d'eau liquide, donc on a 500 grammes, à 70 degrés. Et l'énergie thermique qui est contenue dans le liquide va être en partie utilisée pour faire fondre le glaçon et puis après pour faire réchauffer l'eau fondue. Mais en réalité, l'énergie thermique qui va servir à faire tout ça, elle n'est pas présente que dans le liquide, puisque comme le calorimètre lui aussi était chauffé à 70 degrés, lui aussi il possède de l'énergie thermique et il faut en tenir compte. Donc pour en tenir compte, il y a plusieurs façons. On aurait pu vous donner la masse du calorimètre et sa capacité thermique. Ça aurait fait juste une phase de plus en fait dans le système à étudier, c'est possible. Ou généralement on choisit cette méthode, c'est-à-dire on vous dit que l'énergie thermique que le calorimètre va porter en plus, elle est équivalente à l'énergie thermique que vous auriez eue si vous aviez eu une masse d'eau liquide de 20 grammes en plus. C'est-à-dire que l'énergie que le système va avoir à disposition à la base, ça sera la même que l'énergie qui serait contenue dans 520 grammes de liquide au lieu de 500 grammes. Donc c'est un petit changement, hein. C'est à peine, c'est même pas 1% de changement en termes de masse, mais c'est un changement mesurable et ça vous permet de tenir rigoureusement compte de la présence du calorimètre. Donc en pratique, comment on utilise la masse équivalente? Eh bien, tout simplement, on rajoute cette masse à la masse d'eau liquide présente dans le système et puis on fait les calculs avec cette masse modifiée. Tout simplement. Alors évidemment ici, comme on étudie un système avec de l'eau, c'est une masse équivalente en eau qu'on vous donne. Si c'était un autre composé, de l'azote, de l'huile, ce que vous voulez, on vous aurait certainement donné une masse équivalente en autre chose, d'accord, pour pouvoir résoudre l'exercice. Donc maintenant donc je referme cette parenthèse et donc maintenant je vais me lancer dans la résolution de cet exercice. Alors comment fait-on pour résoudre un exercice de calorimétrie? La première chose à faire, ça va être de découper la transformation qui a lieu dans le système
en plusieurs étapes. Donc je vous montre d'abord comment on fait, et puis après je vous explique pourquoi on le fait. Donc initialement, je schématise notre système ici. On a le calorimètre en blanc, en haut, en bleu ciel, on a la glace, donc à une température de moins 20 degrés, 50 grammes. Et en bas, en bleu plus foncé, on a l'eau liquide à 70 degrés Celsius, avec donc comme masse 520 grammes, j'ai tenu compte de la masse en eau du calorimètre. Première étape de la transformation que va subir ce système, la glace va se réchauffer pour atteindre la température de 0 degrés Celsius. Une fois que la glace s'est réchauffée, deuxième étape, elle va fondre et passer de l'état solide à l'état liquide. C'est l'opération de fusion. Et donc on peut remarquer que cette fois, sur le schéma, j'ai montré, donc ici avec un changement de texture, que les 50 grammes de glace sont passés à l'état liquide. Ces 50 grammes de glace fondue vont se réchauffer pour passer à la température finale de 56 degrés. Et la dernière étape, évidemment, la dernière chose qui manque, c'est pour l'eau initialement présente dans le calorimètre à 70 degrés, qui, elle, va se refroidir pour, à son tour, atteindre la température de 56 degrés. Donc vous voyez ici que j'ai séparé la transformation que subit le système en plusieurs étapes simples. Ces étapes correspondent soit à une phase qui change de température, soit à un changement d'état. Donc ce sont des étapes très simples. Alors vous allez me dire, votre découpage il est bien joli, mais il n'est pas du tout physique. En pratique, on ne va pas d'abord avoir la glace qui se réchauffe, puis qui fond, puis qui se réchauffe, et puis l'eau qui se refroidit, tout ça dans l'ordre. Bien entendu, c'est pas vrai. Mon découpage, il est pas physique. En pratique, toutes ces étapes se passent plus ou moins en même temps. Mais même s'il n'est pas physique, il va avoir un gros intérêt pour les calculs. Donc maintenant, détaillons pourquoi on a fait ce découpage-là. Et bien en fait, on l'a fait pour pouvoir mieux appliquer le premier principe de la thermodynamique. Vous savez depuis quelques temps maintenant que quand vous devez déterminer une température ou un élément thermodynamique quelconque, une fois que vous avez toutes les informations sur le système à l'état initial et à l'état final, la résolution passe par l'écriture du premier principe et les exercices de thermodynamique, de calorimétrie ne font pas exception. Donc pour finir l'exercice, on va devoir écrire le premier principe. Ici, comme on a un système présent dans un calorimètre qui est maintenu à la pression de l'atmosphère, on a une transformation qui est complètement isobare du début à la fin. Donc qui dit transformation isobare dit écriture du premier principe en utilisant la variation d'enthalpie et non pas d'énergie interne. Donc si on étudie la variation d'enthalpie sur toute la transformation, en prenant comme système tout le système qui est contenu dans le calorimètre. Donc la variation d'enthalpie, c'est le travail des forces autres que les forces de pression plus les échanges de chaleur avec l'extérieur. Et ces deux termes-là valent 0, puisque 1, il n'y a pas d'autres forces que les forces de pression ici. Et 2, comme le calorimètre est adiabatique, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Cette variation d'enthalpie, ΔH, on va la découper en plusieurs variations d'enthalpie qui correspondent aux variations d'enthalpie du système lors de chacune des 4 étapes. Et c'est là que notre découpage est important. Parce que comme la fonction d'état enthalpie est une fonction d'état, ça signifie que vous n'avez pas besoin de connaître le détail du chemin parcouru par le système pour faire le calcul de ΔH. Il dit autrement, cette variation d'enthalpie ne dépend pas du chemin qu'a suivi le système. Et donc, en vue d'obtenir une expression de ΔH que l'on puisse ensuite utiliser pour isoler la variable que l'on cherche à étudier, parce qu'en fait c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche à avoir une expression détaillée de la variation d'enthalpie pour pouvoir isoler la variable que l'on veut. Et donc pour pouvoir obtenir cette expression de la variation d'enthalpie, eh bien en fait on peut réaliser le découpage que l'on souhaite en étapes intermédiaires, choisir des étapes de transformation qui soient faciles, c'est-à-dire dont on puisse calculer la variation d'enthalpie extrêmement facilement, et ensuite, mise bout à bout, chacune des variations d'enthalpie associées à chacune des étapes de la transformation qu'on aura calculées vont, quand on va les additionner, former la variation totale d'enthalpie du système, et cette variation totale, elle sera juste, elle vaudra 0 au final, et elle vaudra cette valeur, quelle que soit la suite des étapes que l'on a choisies. C'est plutôt pratique. On va calculer la variation d'enthalpie pour chacune des petites transformations en fait, que l'on a détaillées.
Donc prenons par exemple la première, delta H1, qui correspond à la variation d'enthalpie pendant la première transformation, donc ici c'était notre première étape. On peut à son tour la découper en deux variations, la variation d'enthalpie de la première phase qu'on a étudiée, donc l'eau liquide par exemple, et la variation d'enthalpie de la deuxième phase. Et évidemment vous pouvez faire ce découpage pour toutes les phases que vous voulez. Donc encore une fois, faire ça, ça nous permet d'avoir des variations d'enthalpie d'éléments qui sont d'éléments pour lesquels elles sont faciles à calculer. Donc, dans le détail, quand vous avez une phase qui simplement change de température, le calcul de la variation d'enthalpie lors de ce changement de température, ça va être simplement la masse fois la capacité thermique massique de votre système à pression constante fois la variation de température delta T. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a déjà vu dans le cours. Et si la phase que l'on étudie change d'état à température constante, cette variation d'enthalpie va être égale à la masse du système fois un terme qu'on appelle l'enthalpie massique de changement d'état, qui est d'ailleurs ici l'enthalpie que l'on cherche à calculer dans l'exercice. Ce terme-là correspond grossièrement à la quantité d'énergie qu'il faut fournir à un corps pour que le changement d'état ait lieu. Quelquefois, ce terme est positif quand vous devez fournir de l'énergie au système pour qu'il change d'état. Donc par exemple pour la glace, l'enthalpie massique de fusion de la glace est positive parce qu'il vous faut fournir de l'énergie pour que le glaçon fonde. Par contre, il y a des transformations pour lesquelles ce terme est négatif. Par exemple la condensation, le passage de la phase vapeur à la phase liquide, c'est un passage qui est exothermique. En se condensant, la vapeur libère de l'énergie. Voilà pour l'enthalpie massique de changement d'état. Et en fait c'est tout. On n'a besoin que de ces deux formules-là pour faire nos calculs, puisque en pratique, toutes les étapes que l'on choisit en calorimétrie correspondent soit à des changements de température pour une phase donnée, soit à un changement d'état pour, là encore, une phase donnée. Mais on fait en sorte de ne jamais combiner les deux, pour avoir toujours une variation d'enthalpie facile à exprimer. Donc, ça c'était pour la théorie. Maintenant revenons sur notre découpage et calculons la variation d'enthalpie pour notre système pour chaque transformation. Pour la première étape, la variation d'enthalpie correspond ici, donc se calcule ici comme étant donc mg la masse de glace fois cg la capacité thermique de la glace fois la variation de température de la glace. Ici, la seule partie du système qui subit une transformation, c'est la glace, d'accord? L'eau liquide elle ne bouge pas. Donc la partie eau liquide du système ne change pas d'enthalpie non plus, parce qu'il n'y a rien qui bouge. La variation d'enthalpie ici, elle est due uniquement au changement de température de la glace. C'est pour ça qu'on utilise cette formule-ci. Donc ça nous donne la variation d'enthalpie de notre système entre l'état initial et la fin de la première étape. Pour la deuxième étape, la variation d'enthalpie, elle est simplement due au changement d'état de la glace, puisqu'encore une fois, l'eau liquide, elle ne bouge pas. Donc quand on a un changement d'état, la variation d'enthalpie associée à ce changement d'état, c'est la masse de composés qui va effectivement changer d'état, multipliée par l'enthalpie massique de changement d'état, ici l'enthalpie massique de fusion de la glace, qui est le terme que nous recherchons dans cet exercice. Troisième étape, la glace fondue se réchauffe. La variation d'enthalpie n'est ici due qu'au réchauffement de la glace fondue. Donc là encore, on va utiliser une formule qui fait intervenir la masse qui est en train de se réchauffer, fois la capacité thermique du corps qui se réchauffe. Donc ici, c'est maintenant la capacité thermique de l'eau, puisque la glace a fondu, c'est maintenant de l'eau liquide, multiplié par la variation de température, donc température finale moins température initiale. Donc ici, pour les notations, T0, c'est la lettre que j'ai fait correspondre à la température de 0 degré, c'est la température de changement d'état de la glace. Tg, c'est la température initiale de la glace, et Tf, c'est la température finale du système. Et enfin, dernière étape, l'eau se refroidit. Donc là, on parle de l'eau qui était présente dans le calorimètre. Donc ici, la variation d'enthalpie du système n'est due qu'à la variation de température de l'eau liquide. Donc cette variation d'enthalpie, on la calcule comme suit. C'est la masse de l'eau liquide multipliée par la capacité thermique de l'eau liquide, multipliée par la différence de température entre l'état final et l'état initial. Donc ici, température finale moins température initiale de l'eau.
Si on met ensemble toutes ces variations d'enthalpie, la somme va faire 0, hein, on l'a déjà vu, la variation totale d'enthalpie du système vaut 0. Donc ici, je n'ai fait que mettre bout à bout les différentes expressions des variations d'enthalpie qui correspondent à chacune des étapes de la transformation. Et une fois que vous avez écrit cette équation, eh bien, essentiellement, vous avez fini l'exercice. Maintenant que vous avez écrit cette équation, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est isoler le terme que vous cherchez à calculer. Donc ici, c'est l'enthalpie massique de fusion de la glace. Et ça vous donne la formule à utiliser pour faire votre calcul, tout le reste étant connu. Donc ici, si vous faites le calcul, vous allez trouver quelque chose comme 334 joules par gramme. Voilà. Donc dans tous les exercices de calorimétrie, vous aurez toujours en fait ce même squelette, découpage en étapes, calcul pour chaque étape de la variation d'enthalpie, hein, qui prend deux formes, soit c'est capacité thermique à pression constante fois variation de température quand on n'a qu'une variation de température, soit c'est masse du système fois enthalpie massique de fusion, de changement d'état quand on a un changement d'état. Vous mettez bout à bout ces différentes variations d'enthalpie pour chacune des étapes, la somme vaut 0, et à l'aide de cette équation, vous isolez le terme que vous recherchez. Il n'y aura toujours qu'un terme qui sera inconnu, donc établir cette équation suffira à résoudre le problème. Alors quelques remarques sur les exos de calorimétrie. D'abord, faites très attention aux unités. Les températures se convertissent toujours en Kelvin, même si les énoncés les donnent en Celsius. D'accord ? Alors, quand vous avez des différences de température, c'est pas grave. D'accord ? La différence de deux températures, qu'elles soient exprimées en Celsius ou en Kelvin, ça change rien. Mais suivant ce que vous devez calculer, il est possible que vous ayez des températures toutes seules dans les expressions, et donc là, il faut se rappeler qu'elles s'expriment en Kelvin. Les enthalpies massiques et les capacités thermiques, on peut vous les donner dans des unités variées. Des joules par gramme, des kilojoules par kilo, des joules par kilo, etc. Donc faites attention à ce que ce soit toujours les mêmes unités, et que si vous avez une unité par exemple ici on avait des joules par gramme pour les capacités, on avait des joules par gramme par Kelvin pour des capacités thermiques massiques, donc et faites attention à utiliser pour les masses des grammes. Par exemple, si je vous avais donné des kilojoules par kilogramme, il aurait fallu faire attention à utiliser des kilogrammes dans les masses pour les calculs. Il faut vous rappeler aussi qu'un changement d'état peut n'être que partiel. Ici, dans l'exo, toute la glace a fondu. Donc quand on a exprimé le terme, la variation d'enthalpie qui correspondait à la variation d'enthalpie due à la fonte de la glace, c'était masse de la glace fois variation fois enthalpie de fusion de la glace. S'il n'y avait eu que la moitié de la glace qui avait fondu, évidemment, la masse que vous auriez utilisée pour écrire ce terme, ben, ça n'aurait été que la moitié de la masse qui a fondu. D'accord ? Donc faites attention à ça. Vous n'êtes pas obligé. Le changement d'état peut ne pas s'appliquer. Comment dire ? Peut s'arrêter au milieu. D'accord ? C'est pas dans tous les exercices que les glaçons fondent en entier, par exemple. Il peut ne pas y avoir assez d'énergie dans le système pour faire complètement fondre le glaçon. Et enfin, petite subtilité. Ici, l'état final du système, il était connu. On vous disait, ou en tout cas on sous-entendait qu'il n'y avait plus que de l'eau liquide à 56 degrés. Des fois, on vous donne le système initial et on ne vous dit pas à quoi va ressembler le système final. Typiquement, ici, on aurait pu ne pas savoir si tout le glaçon avait fondu. Donc, est-ce qu'il restait de la glace ou pas ? Si on ne vous avait pas donné la température finale, vous n'auriez pas pu décider. Ce genre de choses. Donc si vous ne savez pas exactement, pour sûr, quel est l'état final, c'est-à-dire en général c'est est-ce que un changement d'état a été fait complètement ou pas. Vous continuez les calculs en faisant une hypothèse sur cet état final. Par exemple, vous dites, on va supposer que le glaçon a complètement fondu. Et donc l'état final va ressembler à ça. Vous faites vos calculs, comme je vous ai montré, et vous déterminez la quantité qu'on vous demande de calculer. Si votre résultat est incohérent, par exemple vous trouvez une masse négative pour de la glace fondue, vous tombez sur une température par exemple pour de l'eau liquide qui serait de 322 degrés, en tout cas vous tombez sur quelque chose qui est clairement pas physique, ça veut dire que votre état final il n'est pas possible. Donc ça veut dire que votre hypothèse est fausse, que l'état final que vous avez choisi n'est pas le bon. Donc ce qu'il vous faut faire à ce moment-là, c'est faire une nouvelle hypothèse sur votre état final. Par exemple, en fait toute la glace n'a pas fondu, la glace n'a fondu qu'en partie, et on va déterminer la masse de glace fondue. Et vous recommencez les calculs avec ce nouvel état final.
Et cette fois, et vous recommencez. Si le résultat est toujours incohérent, et ben c'est toujours pas le bon état final. Et si vous obtenez un résultat qui par contre a du sens, alors là c'est bon. D'accord. Dès que vous pouvez vous arrêter, dès que vous obtenez un résultat qui est cohérent, d'accord, c'est-à-dire une température qui est raisonnable, une masse positive, une capacité thermique qui a le bon signe, etc., etc. À ce moment-là, alors vous pouvez vous arrêter. Ça signifie que, l'état que vous avez trouvé est le bon état physique. Voilà. Donc vous pouvez vous arrêter là. Donc voilà pour les exercices de calorimétrie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve très vite pour la prochaine.